C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Aujourd'hui, 7 enjeux, pont, barrage, la guerre contre l'Europe a commencé. L'aveu qui fait l'effet d'une bombe pour certains, d'une confirmation pour d'autres. Le voici, nous sommes en guerre contre l'Europe. Notre véritable ennemi, c'est l'Europe. L'Europe, c'est le diable. C'est signé d'un très proche de Poutine. Venant de lui, ce n'est pas rien. Il s'appelle Sergueï Karaganov et nous allons vous faire les présentations dans un instant. Ça, ce sont les mots, mais dans les faits, derrière la potentielle esbrouffe, il y a de potentiels actes. On vous parle d'incendies de centres commerciaux, d'empoisonnement d'eau en Europe selon des sources sécuritaires et d'un plan plus vaste de sabotage à en croire les renseignements dans le Financial Times. Mais d'abord, regardez cette séquence, interview réalisée par la télévision d'État russe et qui fait frémir certains. Regardez. Nous sommes en guerre contre l'Europe et non contre une Ukraine malheureuse, pathétique et trompée. La guerre ne s'arrêtera pas tant que nous n'aurons pas vaincu l'Europe moralement et politiquement. Tant que les élites européennes n'arrêteront pas leur course folle vers la guerre mondiale. L'Europe, c'est le diable, l'enfer pour toute l'humanité. Mais les Européens ont oublié leur histoire monstrueuse, leurs péchés capitaux contre l'humanité. J'espère que nous n'aurons pas à leur rappeler avec l'arme la plus terrible. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Elisabeth Shepard-Selam. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Tours et spécialiste défense et sécurité. Les questions américaines aussi, tout simplement. Merci beaucoup d'être avec nous. Colonel Pierre de Jong, merci également d'être là. Vous êtes consultant défense géopolitique pour LCI. Lucas Manger, ravi de vous retrouver également. Vous êtes grand reporter, spécialiste des questions internationales. Je rappelle que vous êtes allé plusieurs fois en Ukraine. Vous y avez tourné des reportages, des documentaires. Claude Blanche-Maison, merci beaucoup également d'avoir accepté notre invitation. Nous, on n'a pas tranché sur le bonjour ou bonsoir. Bonjour, Claude Blanche-Maison. Vous êtes ancien ambassadeur à Moscou, auteur du livre Fragments d'un parcours aventureux aux éditions Temporary. Je sais qu'il est à l'écran, mais je le mets quand même entre mes petites mains pour le montrer également ici. Le grand dossier pont, barrage, la guerre contre l'Europe a commencé, c'est donc parti. Nous ne sommes pas en guerre contre l'Ukraine, mais contre l'Europe. Qui est l'homme derrière ces mots ? Sergueï Karaganov, je fais les présentations, c'est pas n'importe qui, présenté même pour certains comme le cerveau géopolitique de Poutine, l'un de ceux qui l'abreuve d'idéologie depuis des années. Première apparition, pour nous en tout cas, en images dans les années 2000. Lorsque Poutine accède au pouvoir, regardez cet extrait d'un reportage de TF1 de Françoise-Marie Morel. Le programme de Vladimir Poutine est pourtant ambitieux, il se résume en une phrase. La Russie doit redevenir un État fort et puissant. Effectivement, un leader autoritaire peut apparaître comme un danger pour de nombreuses personnes. Mais Poutine veut remettre de l'ordre dans le pays tout en désirant construire une économie libérale. Poutine hérite d'un pays où la population est démoralisée par les réformes économiques qui, ici, ont été un échec. Et il est très investi dans la politique étrangère de son pays, multiples déplacements, nombreux ministres occidentaux rencontrés ici. Alain Juppé, 2011, lorsque ce dernier était ministre des Affaires étrangères, c'est pas tout. Il est doyen de la faculté d'économie mondiale et d'affaires internationales de Moscou. On le croise dans de nombreux forums internationaux. Image là de 2018, il y a l'Azerbaïdjan, il y a Istanbul et Sergueï Karaganov, c'est aussi l'un, donc je vous le disais, des architectes de la guerre en Ukraine, toujours aux côtés de Poutine. Image d'archives, juin 2024. Est-ce que vous le connaissez, Claude Blanche-Maison, monsieur l'ambassadeur? Oui, bien sûr, c'était un personnage important pendant la période où j'étais à Moscou, c'est-à-dire de 2000 à 2004. Et il faisait partie de mes invités très réguliers à l'ambassade, notamment lorsqu'il y avait des missions de parlementaires qui venaient. J'organisais toujours un petit déjeuner pour parler justement de la situation géopolitique de la Russie. Et il y avait 6 ou 7 Karaganov, en fait, de divers think tanks. Et bon, il avait cet air... pas tout à fait jovial que Françoise-Marie Morel a montré tout à l'heure, mais effectivement il tenait ce discours qui était tout à fait le discours de l'époque, c'est-à-dire Poutine a été mis en place pour mettre de l'ordre dans la maison, il met de l'ordre dans la maison, mais pour le reste, il va respecter ses engagements, c'est-à-dire économie de marché et des accords avec l'Occident. Et même, moi je l'ai entendu dire à un de ces petits déjeuners, avec l'œil pétillant qui le caractérise, mais nous sommes en train de réfléchir, certains d'entre nous, à même suggérer l'entrée de la Russie dans l'OTAN. Ça, c'était 2002.
Alors, est-ce qu'il plaisantait? Est-ce qu'il a viré à 180 degrés? Je crois que surtout, il est soucieux de sa place, en effet, d'être un conseiller écouté de Poutine, et qu'il se met à l'air du temps avec un petit moment d'avance. C'est-à-dire qu'il est extrêmement intelligent, très malin, et en ce moment, je ne pense... Heureusement, je crois qu'il ne pense pas ce qu'il dit. Mais effectivement, pour exister aujourd'hui dans le paysage de moscovite, il faut qu'il tienne un propos guerrier. Mais est-il même la voix de Poutine? C'est la télévision d'État. Est-ce qu'il y est envoyé justement pour nous faire passer des messages? Et regardez comme nous sommes en train de nous y arrêter. Pour nous faire peur, bien sûr, et c'est cohérent avec ce que font d'autres proches de Poutine, de nous faire peur avec des menaces tantôt nucléaires, tantôt conventionnelles, en tout cas des menaces de guerre vis-à-vis de l'Europe. Alors effectivement, il m'est arrivé de le rencontrer d'ailleurs parce qu'il était dans tous les colloques européens. Donc entre-temps, entre la période où j'ai quitté Moscou fin 2003 et la période actuelle, on le rencontrait un peu partout dans les colloques. Il n'était pas question de nous faire la guerre à l'époque. Il n'était pas question de nous faire la guerre à l'époque. Aujourd'hui, il dit de nous que nous sommes dans le péché, la violence, le racisme, la corruption. Et là encore, je vous fais un résumé non exhaustif. Au risque, mais c'est pas grave d'être définitivement brouillé avec lui, je pense que c'est un opportuniste. D'accord. C'était intéressant, j'entendais sur LCI aujourd'hui que quand il parle de nos péchés à nous, de notre corruption, de notre racisme, de notre violence, c'est ce qu'on pourrait dire, nous, de la Russie, en réalité. C'est encore cette stratégie du miroir inversé. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est l'effet miroir. Ça, c'est le modèle idéal. En plus, c'est le modèle soviétique, entre guillemets, dans le sens où, en fait, vous récupérez les défauts de l'autre pour lui renvoyer. En fait, c'est le judo. Vous aimez bien la métaphore du judo? Oui, mais c'est vrai, parce que c'est bien, c'est exactement ça. En plus, c'est vrai que c'est quand même un régime, on va dire, brutal, pour pas dire autre chose. Et en fait, il arrive à projeter sur nous l'image de la Russie, très concrètement. Donc, il nous explique ce qu'en fait, eux, ils sont. Maintenant, il y a 3 points qu'il faut retenir. Moi, je me rappelle, j'ai essayé de trouver le personnage quelque part. Il est absolument partout. Et je me rappelle un entretien qu'il a vu au Time Magazine où il avait des mots extrêmement intelligents. Un exemple sur la trajectoire des collisions, où il expliquait de toute façon, en 2019, que quoi qu'il en soit, il y aurait une collision qui arriverait avec l'Europe. Donc, dès 2019, il abordait la question. C'était quelque temps avant la guerre. Et après, c'est il y a un double théoricien, le théoricien de la Troisième Guerre mondiale froide. Donc c'est un truc incroyable. Donc c'est lui qui recrée le modèle de guerre froide. Rappelez-vous, en 2018-2019, Poutine avait plein de phrases autour de la guerre froide. La guerre froide, la guerre froide n'a pas été gagnée par les Américains parce qu'elle continue toujours. Donc c'était vraiment des théories. Ça, c'est des théories à lui. Et le 3e point, c'est le théoricien sur les valeurs. Tout le discours sur les valeurs de Poutine, c'est lui qui les lui a mis dans la tête. Et aujourd'hui, le discours qu'il exprime en direction de l'Europe et en direction des autres, où d'ailleurs il se retrouve au passage en connivence avec Trump sur le sujet, parce que Trump a le même discours. Donc le théoricien sur les valeurs, c'est effectivement lui également. Le fait que ce soit lui qui prononce ces mots, à quel point il faut le prendre pour une alerte forte? Il faut toujours prendre ce que dit le Kremlin et l'entourage du Kremlin au sérieux. Il faut se rappeler que quand ils disaient qu'ils allaient faire la guerre en Ukraine et que l'Ukraine était peuplée de nazis et de cocaïnomanes, beaucoup de gens pensaient que c'était que des déclarations et qu'ils n'iraient jamais, y compris des Ukrainiens qui pensaient que la guerre n'aurait jamais lieu. Après, il faut relativiser toujours, c'est-à-dire que Poutine a besoin d'avoir des voix très radicales. Ça fait partie d'un système, c'est-à-dire qu'il a plusieurs porte-voix comme ça qui sont des gens qui sont là pour faire peur. Il y en a qui sont sur le nucléaire, Dimitri Medvedev, qui régulièrement tweet en disant ils verront bien les Européens quand ils se prendront une arme nucléaire. Voilà. Lui, il est dans la partie intellectuelle, c'est-à-dire le théoricien de pourquoi l'Europe doit s'effondrer sur les valeurs. Et en ce moment, Vladimir Poutine joue un peu sur tous ces tableaux à la fois, comme s'il utilisait, il y a les menaces avec les drones, il y a le renseignement, et puis il y a de temps en temps comme ça quelqu'un qui sort et qui a un ton extrêmement belliqueux, mais là c'est un ton belliqueux et intellectuel. Donc c'est destiné à faire peur. Mais à un moment, on a l'impression quand même d'une partition assez fine, puisqu'il y a quelques jours seulement, on était ensemble d'ailleurs sur ce plateau pour parler de Poutine, qui disait qu'ils étaient prêts à la guerre contre l'Europe. Donc il y a quand même une convergence là des déclarations, du temps, de l'agenda qui est en train de se faire. Il y a une convergence, il y a aussi une convergence on va dire, d'action, de sabotage d'autres, qui font que, même si je pense et je rejoins Lucas Manger, je pense que c'est pour nous faire peur, je pense qu'il ne faut pas avoir trop peur, mais il faut agir, parce que je pense que cette convergence nous montre
ce qui est notre avenir et qu'il faut se préparer pour ça. Ils ne sont pas en train de mentir. Il n'y a pas un certain nombre qui disent non, on est des amis. Clairement, ils nous voient comme l'ennemi. Dans les déclarations de cet homme-là, dans le passé, il avait plaidé en 2023, là ça se rapproche, pour une frappe nucléaire préventive contre des alliés européens de l'Ukraine. Voilà ces mots. L'adversaire doit savoir que nous sommes prêts à lancer une frappe nucléaire préventive en réponse aux agressions actuelles et passées. Ça, c'est pour ces mots à M. Karaganov. Il y a également en résonance M. Soloviev, vous savez, comment on va dire, la propagandiste en chef. Depuis le temps, je devrais quand même avoir le mot qui me vient directement. Et qui résonne exactement. Et regardez ce que ça donne. Il faut déclarer Ursula von der Leyen et Kaja Kallas comme terroristes. Nous les chasserons jusque dans les toilettes et nous les noierons dedans. C'est comme cela qu'on traite avec une entité terroriste et nazie. Nous avons affaire à une organisation terroriste nazie qui a pris le pouvoir en Europe. Je crois que c'est exact. Ils ont perdu la raison. Ils pensent à la guerre, ils la veulent. Quand on constate la concentration de leurs forces, leur mise en état d'alerte maximale, c'est un facteur qui nous permet clairement de conclure que l'Europe se prépare à frapper. Nous devrons alors mener une contre-attaque de représailles et de frappes préventives. Il aime bien nous savoir noyer. Hein. Comment comprennent-ils seulement à quel point la carte de l'Europe changerait immédiatement? Il a également déclaré les Pays-Bas, le Royaume-Uni, tout le littoral méditerranéen, la France, l'Italie, disparaîtront sous les flots. Que de l'esbrouf, rien que de l'esbrouf. Mais, si vous voulez, mon optimisme naturel me fait penser que s'il tient des propos aussi excessifs dans cette télévision qui n'est qu'une télévision de propagande, c'est parce que dans le fond, il commence à nous prendre au sérieux. C'est-à-dire que peut-être que finalement, l'Europe n'est pas si faible qu'on le dit. C'est la version optimiste, évidemment. Je ne crois pas qu'il songe un seul instant, en effet, que Poutine soit assez fou pour frapper avec le feu nucléaire quelque part en Europe. Il disparaîtrait quelques heures après. Il disparaîtrait, et Poutine et Soloviev. Parce qu'il y aurait évidemment la France et la Grande-Bretagne qui répondraient, même si les États-Unis ne répondaient pas. Donc c'est absurde, c'est totalement absurde, ça n'a aucun sens. Elisabeth Schepard-Sellin. Je pense, enfin, je rejoins ce que disait Monsieur l'ambassadeur. Je pense d'abord, même si je pense qu'ils peuvent nous nuire profondément, ils n'ont pas besoin de l'arme nucléaire pour le faire parce qu'ils savent très bien à nos capacités de deuxième frappe. Ceci étant dit, je pense quand même que il faut quand même les prendre au sérieux. Moi, je repense à cette histoire de miroir et l'idée qu'ils parlent même de frappe préventif. On critique beaucoup et on réfléchit beaucoup chez nous en disant c'est contre le droit international. Mais en fait, ils construisent cette victimisation pour pouvoir nous attaquer. Pas forcément avec l'arme nucléaire, mais quand même nous attaquer. Vous êtes spécialiste des questions nucléaires, colonel. Alors c'est un vrai sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Russes, comme les Américains, mais surtout les Russes, envisagent ce qu'on appelle une frappe en premier. Ce qui, dans le domaine nucléaire, est absurde, puisque, comme le dit monsieur l'ambassadeur, il y aurait une réplique. Donc ça veut dire, frappe en premier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on frappe un pays ennemi en premier, et on est sûr que sa riposte ne va pas vous atteindre. Parce que vous mettez en place un système antimissile qui est suffisamment performant, c'est le bouclier antimissile que prône aujourd'hui Trump, le dôme d'or, qui veut mettre en place aux États-Unis. Donc le problème, c'est que jusqu'à présent, l'équilibre de la dissuasion faisait qu'on acceptait de mourir. Donc on acceptait d'être détruit par un missile ennemi. Dès lors que vous êtes capable de détruire la riposte, vous pouvez tirer en premier. Et c'est tout le problème. Et ce qui est dit est là. Le deuxième point, c'est le mot flot qui est très important. Parce que les Russes sont les seuls qui ont un missile, qui ont une torpille nucléaire. Et quand ils parlent d'eau, ça veut dire que l'idée, c'est de créer un tsunami sur les côtes. En fait, on crée une explosion nucléaire sur la côte. Et à ce moment-là, vous créez un tsunami qui, en fait, envahit l'ensemble des ports. Enfin, le port qui est... C'est pour ça qu'il parle particulièrement du littoral méditerranéen. La France, l'Italie disparaîtraient sous les flots. Ok, je c'est comprends. Le Poséidon qui c'est les seuls qui ont théoriquement, sachant également que le Poséidon peut faire le tour de la Terre, puisqu'il a une propulsion lui-même nucléaire. Donc il peut faire le tour de la Terre autant qu'on veut, tant qu'il y a du combustible nucléaire dans le missile, dans la torpille, ça peut tourner, et donc il peut faire 20 000 km comme ça. Il suffit de le guider. Et je termine là-dessus. Une torpille nucléaire n'est pas... je veux dire, on ne peut pas le brouiller.
c'est pas comme un missile qui est en l'air, on ne peut pas le brouiller. Donc il devient invisible comme un sous-marin nucléaire, et là, il y a un vrai danger. Et donc ce qu'il dit, c'est un message qui est parfaitement adapté à la situation et à l'évolution technologique de l'armement russe aujourd'hui. Okay. Ce qu'il y a, c'est que depuis le début de l'invasion, il y a presque 4 ans maintenant, régulièrement cette rhétorique nucléaire revient. C'est-à-dire on a l'impression que c'est quelque chose de cyclique. À chaque fois que les Russes ressortent cette histoire, alors c'est parfois par Medvedev, parfois là autrement par d'autres. Là, c'est le propagandiste en chef de la TD russe. À chaque fois, ils rebrandissent cette menace, tout en disant en gros attention, attention. Ils crient au loup. À un moment, effectivement, il n'y a pas vraiment de réponse. Les rares réponses qu'il y a eu, politiques, elles étaient très faibles. Et il voit bien qu'il n'y a pas de réponse actuelle. En fait, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les militaires, entre eux, se parlent. Quand il y a eu, à un moment de la guerre, il y a 2 ans, vous vous souvenez, il y a eu ce fameux tir du missile Orelchnik sur Dnipro. Ce missile, c'était la première fois que la Russie tirait un missile balistique intercontinental sur un autre État. Il y a eu quand même un mouvement de panique dans toute l'Europe, pendant quelques secondes, en se disant qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce qu'ils ont dans le missile ? Ce missile pouvait porter une charge nucléaire. Le missile est tombé sur Dnipro, sur un parking, il n'y a même pas eu de victimes. Parce qu'en fait, le missile était creux, il n'y avait pas de charge. Mais c'était une manière de dire aux Européens, vous voyez, on peut même vous terroriser. En fait, on a su après que les Américains avaient été prévenus, comme le processus de la guerre froide le voulait. C'est-à-dire que les Américains ont été prévenus quelques heures avant, mais ils n'ont pas donné tout de suite l'information aux Européens, en disant, voilà, il va y avoir... Il y a des contacts entre militaires, ils se sont parlé, voilà, on va faire un tir demain un peu impressionnant, mais vous inquiétez pas, c'est pas une arme nucléaire. Mais dans toute l'Europe et au commandement de l'OTAN, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc à chaque fois, ils brandissent, et puis parfois, ils vont un petit peu plus loin. Donc là, il faut peut-être s'attendre à ce qu'un de ces quatre, il y ait un tir d'un missile, quelque chose qui alerte un petit peu plus les opinions publiques européennes. Vous interrogez notre niveau de réponse. Sébastien Lecornu, le Premier ministre et ancien chef des armées, enfin chef des armées, ministre des armées, s'est exprimé à l'Assemblée. Il y avait un débat sur le budget des armées, justement. Il a parlé du chantage nucléaire. Il l'a dénoncé. Nous assistons à des tensions, pour ne pas dire plus, entre États dotés. La dialectique de certaines puissances évolue dangereusement sur l'arme nucléaire. À certains égards, les réflexes de maîtrise de l'escalade appris d'une partie de la guerre froide ont disparu. Vous parliez du niveau de réponse. Notre niveau de réponse est-il suffisant ? Il y a déjà une réponse. Il y a une réponse du Premier ministre qui prend en main ces propos dont on est en train de parler et qui annonce qu'on les entend, ces discours, et qu'on est un pays doté, il faut le rappeler, que tout ça ne fait pas peur. Et il faut qu'il y ait une réponse européenne, calme, déterminée, qui est le boulot à la fois des diplomates et des militaires, mais de dire, on est tranquille de ce point de vue-là. Oui, bien sûr, et vous avez raison, colonel, avec cette torpille nucléaire absolument terrifiante, mais il faut aussi garder son calme et dire, vous pouvez envoyer des propagandistes à la télé et des conseillers annoncer qu'il y aura le feu nucléaire sur l'Europe. En fait, on est parfaitement armé pour répondre à ça. Allez-y. Oui, je peux rajouter un tout petit point technique, entre guillemets, sans m'étendre davantage. Le problème de l'Orechnik, c'est un missile qu'on appelle à portée intermédiaire. Il faut savoir que ce missile était interdit depuis les accords FNI de 2007 de mémoire. Donc le problème, intermédiaire, ça veut dire quoi ? Entre 500 km et 5000 km. Il n'y en avait plus. Donc avant, c'est tactique, après, c'est stratégique. Et là, ils ont recréé un missile qui est destiné à tirer sur l'Europe. En fait, le problème, c'est que moi, je suis intimement convaincu, c'est que les Russes recréent une mécanique de guerre froide. On revient sur le personnage de Saraganov. En fait, on vient sur une mécanique de guerre froide dans laquelle on va amasser du matériel des armées face à face et ça va stabiliser vers une espèce de paix chaude, tiède, froide, j'en sais rien du tout, mais on va vers ça tranquillement. Et le fait d'affirmer cette espèce de surpuissance, le fait d'être capable de tirer, parce qu'un missile intermédiaire, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour tirer sur une ville européenne. Donc la menace, c'est vers nous que ça s'adresse, pas les États-Unis d'ailleurs. Alors je crois que c'était vous, monsieur l'ambassadeur, qui parliez d'une répartition des rôles dans la séquence. Effectivement, monsieur Karaganov va à la télé d'État pour dire qu'ils nous font déjà la guerre, les Russes. En revanche, Sergueï Lavrov, lui, non, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre contre l'Europe, il l'assure. Vous allez tout nous expliquer. Malgré la nécessité de reconnaître les réalités, Londres, la direction de la Commission européenne à Bruxelles et la majorité des États membres de l'OTAN et de l'Union européenne adoptent une position ouvertement destructrice sur la question ukrainienne. Ayant investi tout leur capital politique dans la guerre contre la Russie, avec les mains et les corps de citoyens ukrainiens, ils sont toujours dans un aveuglement politique désespéré, avec l'illusion de vaincre notre pays d'une manière ou d'une autre.
Comme l'a souligné le président, nous n'allons pas faire la guerre à l'Europe. Nous n'avons pas de telles idées. Mais à toute mesure hostile, y compris le déploiement de contingents militaires européens en Ukraine et l'expropriation des avoirs russes, nous répondrons à cela. Et nous sommes déjà prêts pour cette réponse. Alors, vous qui parlez la langue du Kremlin couramment, la traduction s'il vous plaît. Lavrov est le meilleur diplomate russe et peut-être l'un des meilleurs diplomates européens. Donc il faut faire très attention aux mots qu'il utilise. Il a une description assez sévère de notre attitude, puisqu'il dit que nous sommes en train de nous battre contre la Russie en faisant tuer les Ukrainiens. En gros, c'est ce qu'il dit. Derrière un bouclier ukrainien, mais c'est nous qui nous battons derrière. Donc c'est en effet une description assez sévère de la situation actuelle. Mais en effet, ensuite, il dit, comme le dit Poutine, nous n'avons pas l'intention de nous battre contre l'Europe. Nous n'avons pas cette intention. Alors, si on veut évidemment semer l'inquiétude, on peut dire qu'il a dit exactement la même chose la veille du 24 février de l'invasion de l'Ukraine. Il a dit exactement la même chose. Poutine aussi, l'ambassadeur de Russie à Paris aussi. Voilà. Tout le monde a dit la même chose. Ils ont donc tous menti. Donc effectivement, leur parole n'a qu'une importance relative. Je crois qu'il faut prendre le discours de Lavrov dans son ensemble, parce que dans son ensemble, effectivement, il donne une description russe, mais finalement équilibrée pour les Russes, de la situation actuelle. Donc Lavrov dit que non, ils ne veulent pas nous faire la guerre, mais on a quand même quelques preuves qui s'accumulent et des déclarations aussi qui semblent quand même confirmer que la Russie, dans les faits, est déjà bien en guerre contre nous. Les services de renseignement et les forces de police ont déjoué des complots visant à faire dérailler des trains bondés, incendier des centres commerciaux, à rompre des barrages et à empoisonner des réserves d'eau. Et tout ça ne serait que la partie émergée de l'iceberg. Là, on ne joue pas à se faire peur. Révélation très sérieuse du Financial Times. On en parle avec vous, notamment Louis Saillant. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien capitaine dans les forces spéciales et vous êtes auteur de ce livre, Chef de guerre. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous allez voir, c'est pas tout. La Russie prépare un sabotage potentiellement à grande échelle en Europe. Ce que l'on sait du plan du Kremlin, on va aller plus loin ensemble, Lucas Manger. Lucas, racontez-nous tout d'abord cette alerte des renseignements qui résonne dans les bonnes feuilles du Financial Times. On commence avec le point de départ de l'alerte. Le point de départ, c'est Birmingham, en Grande-Bretagne. On est en juillet 2024. Vous voyez sur ce monte-palette qui s'apprêtait à charger un avion. Et ben on voit sur l'image une explosion a lieu. Il s'apprêtait à charger un avion de fret, pas un avion commercial. Mais cette charge explosive explose. On imagine sans mal ce qu'elle aurait pu faire. Les services disent que la charge explosive aurait pu faire tomber cet avion. Donc un avion avec un équipage, mais du fret. C'est un même modus operandi qui a été utilisé à plusieurs reprises. Voilà, là on l'a ici, en Allemagne et en Pologne, où à chaque fois des avions de fret ont été... Les explosions ont été déjouées au tout dernier moment. Donc c'est un modus operandi qui a eu pour but de terroriser l'Europe et qui a fonctionné à chaque fois dans des aéroports qui font énormément de fret. Plus de peur que de mal, il n'y a pas eu de blessés, mais ça commençait à vraiment alerter. Alors d'après plusieurs sources du renseignement européen, les Russes font en ce moment du repérage en Europe. Des agents russes, ça s'est révélé par le Financial Times, inspectent des ponts routiers, probablement dans le but de les miner. Alors, inspecter des ponts routiers, ça veut dire qu'il y a des gens qui se baladent pour le compte des Russes. Ça ne veut pas dire que ce sont, et c'est ça la complexité, des agents russes, des espions. C'est peut-être des gens qui travaillent pour les services russes et qui vont inspecter des ponts, mais aussi des nœuds ferroviaires. Parce qu'on sait que en cas de guerre, les ponts, les nœuds ferroviaires, c'est ce qu'il y a de plus important pour faire transiter des passagers, des militaires et évidemment des marchandises. Lucas, derrière les mots, il y a eu des actes. Quand on lit, par exemple, que les services de renseignement, les forces de police, je le disais il y a quelques instants, ont déjoué des complots visant à faire dérailler des trains bondés, incendié des centres commerciaux, rompu des barrages et empoisonné. Et ça, franchement, ça nous a un peu surpris ce matin. Empoisonner des réserves d'eau, de quoi essayer, mais de quoi parle-t-on précisément ? Alors, on parle de ça. On est en Pologne, effectivement, le 17 novembre dernier, il y a quelques semaines. La ligne de train Varsovie-Lublin est sabotée au petit matin. Et heureusement, c'est le conducteur du train qui s'en rend compte au tout dernier moment et qui réussit à éviter, c'est un train dans lequel il y avait beaucoup de monde, qui réussit à éviter une catastrophe absolue qui aurait pu faire énormément de morts. Alors évidemment, la Pologne
Pologne fait partie des pays les plus menacés par la Russie, les plus visités par des espions russes. Mais cette alerte a quand même déclenché le fait que le Premier ministre polonais, Tusk, est allé sur place, on va l'écouter, où sur le terrain, il dit très clairement les choses. Un travail intensif mené par les services de police et le parquet a permis d'identifier les responsables du sabotage. Les personnes identifiées sont 2 citoyens ukrainiens qui ont longtemps collaboré avec les services russes. Ces conclusions sont le fruit de nos investigations, de celles du parquet et de la coopération avec nos services alliés. Il est très clair, le Premier ministre, il accuse immédiatement la Russie. Alors pourquoi la Pologne commence à s'inquiéter et parle plus sérieusement, c'est qu'un petit peu plus tôt, c'était en mai 2024, un incendie dans un centre commercial à Varsovie, dans la capitale polonaise. Incendie qui, à ce moment-là, déclenche là aussi une enquête, mais on est plus mezzo voce. Les autorités polonaises ne disent pas tout de suite il s'agit d'une attaque russe. Sauf que, effectivement, l'enquête va montrer que c'est une attaque russe et qui vise directement la population polonaise. Autre possibilité qui sont évoquées dans cette longue enquête du Financial Times, c'est par exemple un barrage. Un barrage, alors là c'est un barrage en Norvège, mais les Norvégiens se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui cartographiaient les barrages. Les barrages, pourquoi c'est extrêmement important ? Vous imaginez, un barrage saute, c'est des populations entières qui sont englouties sous l'eau. Et puis cette information dont vous parliez, qui a été donnée par les Finlandais, c'est une enquête qui a été révélée par le Foreign Policy, une revue très sérieuse. La Russie tente-t-elle d'empoisonner l'eau de la Finlande ? Donc des cambriolages qui ont été repérés dans des stations d'épuration. C'est des agressions, alors à la limite de la légalité en ce qui concerne. Les Finlandais se sont demandé si l'eau avait été empoisonnée. Il y a eu énormément d'enquêtes. Et là, les Finlandais, qui sont les premiers voisins de la Russie, 1300 km de frontières communes avec la Russie, ont essayé de ne pas faire paniquer la population. Vous imaginez les dégâts si l'eau, dans des pays européens comme la Finlande, était empoisonnée par des services russes. Ces enquêtes montrent à quel point les Russes déploient un éventail complet de possibilités pour terroriser la population. Merci Lucas, c'était parfait. Merci beaucoup Louis Saillant. Ça me semble toujours fou d'avoir à poser ce genre de questions, mais des ponts pourraient sauter, des avions exploser, notre eau pourrait être empoisonnée. Enfin, on y est là, il faut s'y préparer. Alors malheureusement, je pense que on y est depuis quelque temps. On a suivi toute l'actualité en Ukraine, mais aussi en Europe, avec toute la disruption que cela a entraîné. À la lecture des dernières informations, je trouve qu'il y a quand même une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'a priori, les Russes ne nous font pas la guerre, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que, a priori, ils nous font déjà la guerre. Mais c'est une guerre auquel on ne s'attend pas. Il y a cette fameuse doctrine, pour ceux qui ne connaissent pas, la doctrine Gerasimov, qui est une doctrine très connue dans les stratégies militaires, qui consiste à faire la guerre à un pays avec tous les moyens que l'on a, jusque sous le seuil de la guerre. C'est-à-dire à rentrer dans tout ce qu'on peut faire sous le seuil de l'engagement frontal, mais donc ça consiste à faire plein d'actions comme le déraillement de train, polluer des eaux, faire des sabotages en toute forme sur les infrastructures civiles, télécoms, de transport, d'énergie. Tout ça, ça rentre dans cette doctrine-là et ça peut durer très longtemps. L'enjeu, c'est simplement de dresser les gens les uns contre les autres, de générer le plus d'énergie possible à essayer de démêler le vrai du faux dans tout cela, pendant qu'on ne s'occupe pas des menaces extérieures. Ça, c'est vraiment le grand enjeu qu'il y a pour les Russes. On reste ensemble, Louis Saillant. Merci beaucoup encore une fois d'être avec nous. Je voudrais qu'on voit les images de barrages en Norvège. Pourtant, quand même, nous, on regarde dans tous les recoins de son conflit. Vraiment, j'ai l'impression qu'on en a assez peu parlé. Quelque part, on continue de sous-estimer le pouvoir de nuisance des Russes ou de leurs proxys ou de ceux qu'ils vont payer pour essayer de nous déréguler. On sous-estime encore leur pouvoir de nuisance dans notre quotidien ? Bien sûr qu'on sous-estime leur pouvoir de nuisance. Pour ce qui est du relevé des plans des barrages, des plans des gares, des plans des ponts, etc., je crois que même en temps de paix, ça se fait assez fréquemment. Les Soviétiques et les Russes le font depuis longtemps. Simplement, aujourd'hui, ils activent ces informations qu'ils ont accumulées. Peut-être aussi montrent-ils de façon assez visible qu'ils redoublent d'activité dans ce domaine pour faire des repérages. Et puis,
on s'aperçoit que lorsqu'il passe à l'action, en tout cas jusqu'à présent, il loue plutôt les services de second ou de troisième couteau, pour ne pas être vraiment pris la main dans le sac. Alors on trouve toujours effectivement sur le marché bulgare, ça c'était la tradition ancienne, mais maintenant sur beaucoup de marchés, des gens capables de faire des coups de ce genre moyennant finance. C'est ce qu'ils font. Alors ils ont probablement aussi des agents spécialisés dans le recrutement de ces hommes de main qui, pour, dans le fond, quelques milliers d'euros, sont prêts à faire le coup qu'eux auraient préparé. Alors ça veut dire que maintenant, il faut se mobiliser. C'est-à-dire, et c'est un peu ce que dit le Premier ministre français, il faut se mobiliser. Si nos barrages sont menacés, si nos gares sont menacées, eh bien, il faut s'en occuper et mettre des gens pour surveiller, en effet, l'ensemble de nos installations stratégiques. Et on voit bien, puisque c'est stratégique maintenant, puisque ça compte même dans les 5% que nous devons dépenser pour les dépenses de militaires, eh bien maintenant on compte les ponts, les barrages et tout ce qui est des équipements, des infrastructures qui ont un caractère stratégique, parce que effectivement, il faut pouvoir transporter les chars, il faut pouvoir transporter les soldats, et tout ça c'est stratégique. Par contre, et toutes les lignes de chemin de fer deviennent en effet des objectifs stratégiques. Alors, on va reparler de la question des saboteurs, effectivement, de leur recrutement, de qui ils sont, parce que c'est un sujet qui est vraiment central. Mais donc, nombre de ces saboteurs ont été découverts en train de tirer des ficelles, de nombreuses attaques, de complots clandestins en France, vous l'avez compris, notamment merci à Lucas Manger. Mais regardez cette carte, c'est pas exhaustif, bien sûr, il y a de la potentialité dans tout ça, mais des différents événements que nous avions en tête, que nous avons pu traiter dans cette émission, qui montrent ces attaques et ces complots clandestins. Quand les États-Unis et l'Allemagne ont dit avoir déjoué un complot russe visant à assassiner le PDG d'un fabricant d'armes fournissant des armes à l'Ukraine, vous pouvez trouver la Russie qui aurait donc tenté d'empoisonner potentiellement de l'eau en Finlande. Les barrages en Norvège sont sur cette carte. La Pologne accuse aussi les services russes d'avoir commandité l'incendie d'un centre commercial à Varsovie. Vous l'avez dit, au Royaume-Uni, des hangars. Je sais que dans mon ton, je suis en train de potentiellement dramatiser la situation, mais je vois un monsieur qui s'appelle Carl Giles, expert russe à Chatham House, cité toujours dans le Financial Times, qui dit ceci: ce qui est connu du public n'est que la pointe de l'iceberg. Et ça, vous êtes tout à fait d'accord? Moi, je suis tout à fait d'accord, parce qu'on en parle comme si c'était nouveau, mais moi, je me souviens d'un ministre tchèque en avril 2024, moi j'étais à Prague, déjà on parlait de ce problème, par exemple, des réseaux ferroviaires. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, et je pense véritablement, on ne voit qu'un tout petit peu. Comme il y a cette tendance à prendre des secondes mains ou des troisièmes couteaux ou ce que vous voulez, pour avoir cette déni plausible qu'on l'appelle, c'est-à-dire « ah, c'est pas nous, on n'a rien fait », il peut en avoir énormément. Il n'y a pas que les Russes qui le font, on le voit avec les Iraniens aussi, mais très clairement, on peut avoir des petits mains. On a vu en Lettonie, par exemple, des jeunes, à des petites cellules de 3 à 4 jeunes. C'est pas des choses qui sont facilement détectables nécessairement, ce qui veut dire on peut en avoir un certain nombre sans qu'on se rende compte. Nos services, certainement, travaillent beaucoup dessus, mais le public, on n'est pas forcément au courant. J'ai à vous, Lucas, vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. Louis Saillant, toujours avec nous, souhaite réagir. Allez-y, Louis Saillant. Je me permets simplement de dire qu'en fait, c'est pas la première fois que ça arrive en France. On s'en souvient pas forcément, mais en fait, dans les années 50, ça a été un énorme problème. L'influence communiste en France a causé un énorme problème du même ordre que ce qu'on vit aujourd'hui, avec énormément de sabotage, notamment liés par des, comme vous dites, des troisièmes couteaux, des proxys. Et la France a développé une doctrine par rapport à ça qui s'appelle la doctrine de la défense globale. Donc je voulais simplement en parler parce qu'en fait, c'est une doctrine qui répond à la problématique que vous avez évoquée sur le plateau, sur le fait de dire, on a toutes ces gares, tous ces aéroports, tous ces systèmes. L'État ne va pas pouvoir tout surveiller. Et c'est là où on met un petit peu la population en jeu dans ces systèmes-là, où on sensibilise la population déjà à la guerre informationnelle, ce qu'on fait déjà, etc. Mais il y a aussi la population qui peut prendre un rôle dans l'observation, la surveillance de ces sites, et qui peut apprendre aussi à déceler un peu des comportements anormaux dans la population pour pouvoir mieux limiter les dégâts de certains agents isolés qui pourraient naviguer, notamment dans la population. Vous en revenez tous à cette question, je le disais, elle est centrale, de ces agents isolés. Là, on parle même de saboteurs dormants hautement entraînés au sein des États européens. Comment, quand sont-ils recrutés? Comment sont-ils formés? Et donc, dans le plus grand secret par définition, on a du mal à comprendre. C'est une nébuleuse, ça nous semble complètement fou en réalité.
Alors ça, c'est un truc pour lequel les Russes sont tout à fait spécialisés, mais l'Europe l'a aussi fait. On appelait ça le réseau Stay Behind d'ailleurs. C'est un réseau qui consistait à avoir des agents dormants dans la population, qui restaient là pendant des décennies parfois, et qui a été activé au dernier moment sur des actions parfois de haut niveau, ou pour infiltrer des institutions et glaner des informations. Alors ça, c'était le cas le plus fréquent, mais il y avait aussi des cas plus surprenants dans ces éléments, dans ces cas de figure. Mais voilà, ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, la population pourrait détecter ces saboteurs dormants si elle était vraiment sensibilisée et si on remettait en place cette fameuse doctrine de défense globale qui consiste à mettre la population aussi en jeu dans ces attaques qui ne sont pas strictement militaires mais qui sont civilo-militaires. Alors j'ajoute que selon le Financial Times, la Russie elle recrute activement des Européens, notamment de l'Est, ou encore des criminels locaux, pour être tout à fait complète. Oui, je vous laisse réagir. Lucas C'est Manger. ça qui est intéressant, c'est que quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, beaucoup de pays européens ont expulsé beaucoup d'espions officiels du KGB qui étaient dans les murs, quoi, j'allais dire. Et donc peut-être qu'on s'est dit, bon, bah, ils sont plus là, donc ils peuvent plus rien faire. Là où effectivement c'est très intéressant, c'est que par exemple dans l'enquête du Financial Times, les Russes vont recruter des gens qui sont parfois délinquants, parfois à la limite de la délinquance. On a retrouvé par exemple chez un des auteurs de l'incendie d'un hangar de la cocaïne, beaucoup d'argent liquide. Ce qui veut dire que c'est des profils de gens dont ils savent qu'ils peuvent jouer dessus. C'est des gens qui sont un tout petit peu, non pas en marge de la société, mais qui sont déjà en délicatesse parfois. Ou bien des sympathisants de la cause russe, et il y en a en Europe. Et en Europe de l'Est, mais pas seulement en Europe de l'Est. Donc c'est un ciblage très précis de gens qui sont déjà parfois en délicatesse avec les autorités, et qui donc n'ont pas grand-chose à perdre, et qui vont pouvoir gagner 1 000, 2 000, 3 000 euros en allant, parce que c'est pas autant le sabotage d'une ligne de train en Pologne, je pense que c'est une opération relativement complexe, ça se fait pas comme ça avec 3 pétards, autant un incendie dans un hangar, n'importe qui peut le faire. Je voudrais qu'on revienne à un mot qu'on a mis en bas de l'écran il y a quelques instants, on a interrogé le terrorisme. Il y a des mots qui sont forts et qu'il faut comme ça sous-peser avec beaucoup d'attention, mais là on lit également que des pays comme la Pologne par exemple estiment que la Russie représente désormais une menace aussi importante, je regarde parce que les mots sont importants, une menace aussi importante pour la vie civile en Europe que le terrorisme islamiste. Voilà où nous en sommes. Alors, c'est les modes d'action qui sont les mêmes. À partir de là, enfin, l'idéologie différente, mais les modes d'action sont les mêmes. C'est le premier point. Le deuxième point, Saillant a raison. En fait, il y a une doctrine russe qui date de 2012, la doctrine Gerasimov, qui fait que, très concrètement, on peut faire une guerre non conventionnelle. Parce que, des fois, on parle de guerre hybride, mais en fait, vous avez 2 modes de conflit. Vous avez le mode conventionnel et le mode non conventionnel. Ça, c'est du non conventionnel. Les deux peuvent être séparés. Dès lors que les deux se chevauchent, le chevauchement s'appelle la guerre hybride. Donc là, on est sur un mode non conventionnel. C'est aussi vieux qu'Hérode. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un mode, je dirais, plutôt offensif par rapport aux Russes. Un exemple concret. On a fait un exercice qui s'appelle Dacian Fall, qui visait à emmener une division blindée de France en direction de la Roumanie. Les Russes, ils l'ont suivi au millimètre. Les problèmes de train, problèmes de logistique, problèmes de port, problèmes de route, problèmes de pont, problèmes de coupures humides, etc., etc. Donc ils voient bien les difficultés qu'on a. Donc ils voient bien qu'on se prépare à une montée en puissance c'est dans le cadre de la force conjointe ou de la force de réassurance, mais on voit bien qu'il faut même faire ça. Le deuxième point, les 2 derniers points que je voulais évoquer avec vous, c'est le suivant. On dit pas le mot malheureusement ici parce qu'on parle de gens recrutés, mais il faut parler de 5e colonne. Et Saillant l'a pas dit, mais c'était ça que ça veut dire. Concrètement, vous avez des structures qui peuvent être animées par des Russes qui sont en France ou en Europe, qui sont capables de monter des opérations de déstabilisation, etc. Pas besoin d'avoir des Russes ou des gros voyous qui font du trafic de drogue. Il y a des gens qui, une façon idéologique, peuvent adhérer aux thèses russes. Et le dernier point, c'est l'outil pour répondre à ça. On voit que la montée en puissance du service militaire, je dirais volontaire, même si sur quelques milliers d'hommes, servira bien évidemment à recréer ce qu'on appelle une DOT, une défense opérationnelle du territoire, qui est devenue totalement indispensable. Louis Saillant, allez-y. En plus, je dois vous laisser filer, donc je vous en prie. La 5e colonne, les mots sont forts. Encore une fois, il faut les sous-peser. Avec vous, Louis Saillant. Oui, mais moi, je n'osais pas dire le mot, mais il a été lâché par le colonel, donc je le reprends. Effectivement, c'est un énorme enjeu, et je pense qu'effectivement, le service national, une fois de plus, ou la sensibilisation nationale, enfin, je ne sais pas comment appeler ça, mais ça, c'est un élément qui est vraiment clé dans l'idée de combattre ces éléments-là, parce que malheureusement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les forces de l'État ne peuvent pas, n'ont pas la capacité de lutter contre ce genre d'ingérence, puisque, comme vous l'avez dit, il peut s'agir
de délinquants qui ont été dévoyés, il peut s'agir de marginaux qui ont été utilisés à d'autres fins. Donc l'État ne peut pas avoir des yeux partout et ne peut pas surveiller tous ces gens. Donc il y a une limitation structurelle, si vous voulez, des capacités de l'État à qui on ne peut pas demander de surveiller tous les chemins de fer de France et tous les ponts de France. Et c'est là où il y a un relais à prendre au sein de la population. Je le répète, cette fameuse doctrine de la défense globale des années 50. Donc c'est dire comme quoi les cadres militaires étaient précurseurs en France. Ils avaient déjà mis en place des éléments desquels ont hérité le SGDSN, etc. Mais il y a vraiment des éléments intéressants dans notre histoire dans lesquels il faut se replonger, notamment dans la lutte contre l'influence communiste à l'époque. Merci, c'était passionnant de vous entendre, Louis Saillant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, vous l'avez compris, en tout cas, dans l'idéologie, nous sommes quotidiennement maintenant sous les coups de boutoir. Alors, des Russes, mais il y en a un qui continue son offensive dans les mots, c'est Donald Trump. Donald Trump, interview à Politico. Nous serions, nous les Européens, accrochez-vous, un groupe de pays en décrépitude dirigé par des personnes faibles, déjà égratignés, on le rappelle, il y a quelques jours quand même par la nouvelle stratégie américaine de sécurité nationale. Le voici donc, Donald Trump. Je pense qu'il aimerait voir une Europe faible. Et pour être honnête, il l'obtient. Cela n'a rien à voir avec moi. Mais il pense que les changements que vous mettez en œuvre et que votre vision de l'Europe correspondent aux attentes de Moscou. Je n'ai aucune vision pour l'Europe. Je veux juste une Europe forte. Qui dit États-Unis dit Elisabeth Shepard-Sellam. Alors il dit qu'il veut une Europe forte, il veut, enfin si on suit bien les documents qui sortent de la Maison Blanche dernièrement, il veut une Europe à son image. Il parle beaucoup. On avait déjà entendu beaucoup au département d'État de cette guerre civilisationnelle. Là, il le confirme. Son Europe, c'est l'Europe de l'AfD, de Orban, de Meloni, éventuellement de Marine Le Pen ou de Zemmour. C'est pas l'Europe comme on le conçoit plus habituellement. En tout cas en France et ailleurs, et notamment à Bruxelles. Donc, une Europe forte, mais pas n'importe quelle Europe, et son image rejoint plutôt celui de Vladimir Poutine. Alors, en réalité, on a déjà beaucoup parlé sur ce plateau de cette nouvelle doctrine couchée noir sur blanc par les Américains nous concernant, avec maintenant l'Europe dans le viseur, c'est très clair. Mais le sujet qui nous intéresse, c'est l'idée de la convergence, oui ou non, présentement, avec les Russes. Intéressant d'écouter ce qu'a dit Lavrov encore ce matin, quand il déclare que le seul dirigeant occidental à soucier des droits de l'homme en Ukraine, c'est Donald Trump. Donald Trump était le seul parmi tous les dirigeants occidentaux à comprendre, dès son arrivée à la Maison-Blanche en janvier dernier, les raisons rendant inévitable l'opération spéciale en Ukraine. Des raisons que Biden, le prédécesseur de Trump, et ses sbires européens entretiennent depuis des années. Et maintenant, toute cette histoire arrive à son paroxysme. Il faut voir comme les Russes flattent les Américains depuis que la doctrine a été publiée noir sur blanc, je le disais, du côté de la Maison-Blanche. Mais c'est Jean-François Boutors, monsieur Blanche-Maison, qui ce midi disait les mots de Karaganov, je rappelle, la Russie est en guerre contre l'Europe. Lavrov qui dit que Trump est vraiment un être formidable. Tout ça est une offensive, selon lui, actuelle, menée dans le cadre d'un plan de partenariat avec le président américain. Vous allez jusque-là ? Ça nous met dans une position très difficile parce que, bien entendu, on voit bien ce qui arrive avec le président ukrainien. Naturellement, personne en Occident ne veut se fâcher avec le président Trump. Autrement dit, aucun dirigeant occidental n'ose lui dire ces 4 vérités. Les conséquences seraient trop graves. Ça a été le cas lorsqu'il a mis des droits de douane prohibitifs sur la plupart d'entre nous. Ça a été le cas lorsqu'il a fait sortir par M. Witkoff son plan en 28 points, dont une bonne quinzaine avait été rédigée par les Russes, ou en tout cas c'était tout comme. Et effectivement, on aurait pu lui dire ces 4 vérités. Mais les conséquences auraient été telles qu'on a tous effectivement pris une autre attitude tactique, c'est-à-dire il faut garder les Américains à bord. C'est très très difficile et ça devient de plus en plus difficile, surtout avec le document de 35 pages qui a été publié il y a 3 ou 4 jours et qui traîne l'Europe dans la boue en 3 pages seulement, parce que l'Europe ça ne mérite pas plus de 3 pages sur 35, bien sûr, mais c'est avec les adjectifs qualificatifs que vous avez cités tout à l'heure. Et en effet, je pense que Trump voudrait
à la tête de chaque nation européenne, un Orban, enfin un petit Trump en quelque sorte, et puis il déteste la machine européenne, parce que ça lui échappe complètement, ça échappe à sa compréhension, et c'est pour ça que c'est important, parce que ça échappe à sa compréhension, et simplement il ne peut pas comprendre la logique de cette mécanique. Sa logique à lui, c'est celle des hommes d'affaires, c'est celle des promoteurs, c'est celle de Vitkov, et puis Poutine, qui a très bien compris, a mis en face Vitkov un homologue russe, et à tous les deux, effectivement, ils font un plan pour l'Ukraine, qui, grosso modo, revient à transformer l'Ukraine, j'allais dire, en Biélorussie. Non, pire que la Biélorussie, parce que la Biélorussie, au moins, a conservé son intégrité territoriale. Tandis que là, on annexe 20% du territoire, et le reste, c'est la Biélorussie. Alors, on aurait dû mettre partenariat plus que nouvelle entente cordiale, donc. Mais je vais vous mettre sur la table un sujet beaucoup plus sensible, une question beaucoup plus sensible. Et vous savez que vous êtes une femme aspirante, Elisabeth Shepard-Selam ? Moi, je vous le dis, parce qu'on a regardé ce que vous avez tweeté aujourd'hui. Et c'est une information qui nous a semblé vraiment très importante. Vous avez tweeté ceci. Pour la première fois, le renseignement militaire danois inclut les États-Unis parmi les menaces potentielles pour le Danemark. Selon le renseignement militaire finlandais, Washington n'exclut plus l'usage de la force, même contre ses alliés, et utilise sa puissance économique, technologique comme levier de pression. Signal fort, lit-on, de la dégradation des relations transatlantiques. C'est ce que vous nous dites. Washington, pardon, on va prendre les choses les unes après les autres. Oui, Washington n'exclut plus l'usage de la force, même contre ses alliés ? On le voit, on a vu les menaces contre le Groenland, ce qui inquiète le plus, bien évidemment, les Danois, d'où le fait que c'est dans les médias danois ces derniers jours, et donc c'est une inquiétude des Danois, mais c'est normal, on l'a vu, les menaces contre le Canada, plus ou moins déguisées, contre le Groenland, contre le Panama, on parle même pas des adversaires ou des ennemis comme le Venezuela. Il y a aujourd'hui des menaces qui sont un peu comme les Russes. On ne sait pas vraiment s'il va passer à l'acte ou pas. On parle par exemple d'attaques contre le Venezuela depuis un certain nombre de jours. Mais cette menace qui plane, en plus en Europe, couplée avec le fait qu'ils veulent se retirer, certainement d'un certain nombre d'accords, inquiète les alliés. Non, et c'est normal. Mais posons-nous la question beaucoup plus directement. Les États-Unis, enfin on parle du Danemark, on ne parle pas d'un pays à l'autre bout du monde. Est-ce que les États-Unis représentent pour nous, Européens, et pour nous aussi Français, une menace potentielle ? Parce qu'on en est à se poser cette question-là ? Quand vous voyez, Amélie, que des milliardaires américains, et Elon Musk, pour ne pas le citer, l'un des plus proches de Donald Trump, même s'il y a eu une petite brouille, dit clairement qu'il va utiliser ses réseaux sociaux et son argent pour faire de l'ingérence dans les élections européennes. Pardon ? Ils l'ont fait en Grèce, ils ont essayé. Ils ont essayé. C'est-à-dire, c'est une menace. Quand vous avez un pays... un milliardaire d'un pays aussi proche du pouvoir qui est capable, avec la puissance de ses réseaux sociaux et de son argent, de s'ingérer dans des processus électoraux pour essayer de perturber une élection démocratique dans un pays allié, vous appelez ça comment, par une menace ? Non mais, encore une fois, nous on peut se le dire plateau, mais que le Danemark... Oui, mais le Danemark a peut-être le courage de dire les choses plus clairement. Que le renseignement militaire danois le dise et inclut officiellement, c'est ça Elisabeth, hein, les États-Unis parmi les menaces potentielles, c'est encore autre chose, c'est une étape supplémentaire. C'est un peu fort, je trouve, malheureusement, il faudrait le définir. Alors ça, c'est le littéraire qui vous dit ça. Une menace, effectivement, dès lors que vous avez, les Américains nous surveillent, mais ça, ils le font depuis toujours, les Américains, pli bagage d'une façon ou d'une autre, c'est également une menace. Mais je vois pas de menace américaine. Il ne faut pas non plus être paranoïaque, vraiment. Je vois pas une menace américaine vis-à-vis du sol européen. Mais alors, allez-y. On va un peu loin. Elisabeth n'est pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord parce qu'on parle beaucoup, quand il s'agit des Russes, d'ingérence dans les élections, en Roumanie et autres. Ils sont capables du même. Et je le dis parce qu'ils l'ont fait aux États-Unis. C'est pas une menace militaire, c'est ça que je dis. Non, mais menace n'est pas forcément militaire. Oui, mais par le temps qui mais ils ne parlent pas forcément de menace militaire. C'est une instabilité pour la démocratie qu'ils ont fait aux États-Unis. Ils l'ont fait dans certains États, en Wisconsin notamment avec Elon Musk. Et aux États-Unis, c'était considéré par les États où ça n'a pas forcément marché justement parce que c'est considéré comme une menace à la démocratie. Une menace n'est pas forcément un char sur les Champs-Élysées ou en Groenland. C'est par exemple les Américains qui essaient de racheter des voteurs, enfin des électeurs groenlandais. Et pour ou d'acheter un territoire européen qui est autonome, mais qui est le Groenland. Moi, je dirais que ce qui est une vraie menace pour l'Europe, c'est l'idéologie Trump-Vance. Vance, c'est pire que Trump d'ailleurs, parce que c'est de l'idéologie pure. Et effectivement, c'est la destruction
de ce qui fait la spécificité de l'Europe. Sa diversité, sa démocratie, son mode de vie, et ça, ils ont ça en horreur, effectivement. Et le fait que, pour eux, effectivement, il faut briser ça, il faut le briser par tous les moyens, par la subversion électorale, si possible, par d'autres moyens, et ce qui n'empêche pas que je pense que le Groenland passera sous contrôle américain d'ici quelques temps. Ça me paraît vraisemblable. Je sais très bien que nous ne sommes pas le Danemark parce que nous n'avons pas le problème du Groenland, que les Danois ont quand même en contentieux. Et là, le mot est quand même très très gentil avec les États-Unis. Bien sûr, c'est ça. Le Groenland est un problème européen. Et c'est un problème européen. Et quand Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, dit aujourd'hui, face à la doctrine américaine, l'Europe doit accélérer vers l'autonomie stratégique. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on doit pousser les feux beaucoup plus fort en réalité? Parce qu'on voit maintenant les Danois qui parlent de la menace que représenteraient maintenant les États-Unis, l'OTAN qui n'exclut pas les frappes préventives. On voit le ton en train de monter un peu partout, les Allemands, les déclarations des Allemands ces derniers temps. Et nous, Français, on doit pousser les feux? Alors, je pense que les Européens, il y a une prise en compte. Aujourd'hui, on en est là. Il ne faut pas aller trop vite non plus. On est comme coincé avec deux monstres, du côté russe et le côté américain. Donc le problème, il y a une prise en compte. Le problème derrière tout ça, pour monter en puissance, il faut d'abord qu'il y ait une coordination. Et puis le deuxième point, il faut beaucoup d'argent. Et que je sache, nos budgets, vous voyez, le budget qui va être voté dans quelques semaines, d'ici une quinzaine de jours, on a prévu 7 milliards de plus sur le budget de la défense. Supposons, et c'est le discours du Premier ministre, supposons 30 secondes que ce budget ne soit pas voté. 7 milliards, ils ne seront pas mis en place dans les questions de défense. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ça coûte très cher et ça implique un effort, non pas sur quelques jours, mais sur quelques années. Le général de Villiers a clairement dit que pour monter en puissance, l'Europe a besoin entre 5 et 10 ans. Ce qui veut dire que si on s'y met maintenant, on sera prêt entre 5 et 10 ans. Le chef d'état-major dit menace dans 3 ou 4 ans. Mais c'est 5 ou 10 ans, c'est énorme. Donc ça implique des investissements colossaux. Donc il faut impérativement qu'on prenne en compte l'évolution de notre partenaire principal, qui est américain. Vous vous rendez compte, depuis 50 ans, on vit sous un parapluie américain qu'aujourd'hui, qui est en train de se fermer. C'est une révolution incroyable pour les états-majors, pour les hommes politiques, pour nous, nos gouvernants. Et on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Donc il faut le prendre en compte et être prêt à investir, être prêt à débattre tant avec les Américains qu'avec les Russes, parce qu'on est coincé entre les deux. Allez, rapidement. Très rapidement, on parlait de défense globale en français. Alors, les Nordiques et les Scandinaves parlent de défense totale. Je pense qu'il y a aussi une éducation à faire, une formation à faire, pas aussi que ça soit une ingérence ou tout ce qui est cyber, aussi que notre population fait partie de la solution, en fait, tout simplement. Alors, on va vous parler de Vladimir Poutine à nouveau. Vous le savez, son narratif, c'est de dire que il gagne, il progresse, il a revendiqué Pokrovsk, vous allez le voir encore il y a quelques jours, mais il y a quand même quelques exemples à ces dernières heures qu'on a retenus pour vous. Un Poutine qui peut-être atteint certaines limites, flirte avec. On parle notamment d'un coup décisif, Kiev qui a annoncé avoir détruit ce samedi un système de défense aérienne russe, le Buk M3 dans les régions de Zaporizhzhia. On va tout voir ensemble dans un instant, colonel, merci. Pokrovsk, les Ukrainiens, eux, sont retournés planter le drapeau, pour bien faire comprendre que non, la Russie n'avait pas la main. Pas totalement. Le recrutement, autre info qu'on va vous donner. Poutine se prépare, c'est l'ISW qui nous le dit, très probablement à tenter de compenser l'épuisement quasi total du recrutement de ses armées, de volontaires de la Russie, en mobilisant des éléments de la réserve stratégique de la Russie. Voilà, ces 3 limites en 3 images. On s'arrête sur la première. Est-ce réellement un coup décisif qui a été porté à la Russie avec le Buk M3 qui avait annoncé avoir détruit l'une de ses armes défensives les plus précieuses de l'armée russe samedi? On voit tout ça plus précisément ensemble. Colonel Pierre de Jong. Colonel, le renseignement ukrainien parle de coup décisif. Faites les présentations avec ce fameux Buk M3, s'il vous plaît. Alors, en fait, on dit Buk d'abord. Ah, pardon, alors. C'est pas très grave. Buk M3. C'est Buk M3 pour le coup. Ah non, mais vous avez raison, j'apprends. À la radio, à la télévision, ils disent Buk, donc on ne comprendrait pas. Bah, tous ceux qui pensent que je suis devenue une spécialiste des armes, voilà, vous l'avez compris, non, pas encore. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est le Buk? C'est une arme anti-aérienne. Il faut savoir que les Russes sont très bien dotés d'armes anti-aériennes. Le Buk date des années 70-80. Simplement, la force des Russes, quelque part, c'est en fait d'améliorer, d'upgrader, comme on dit,
de modifier Alors on en dit permanence. upgrader, si je peux me permettre. Alors, de modifier dans le bon. Allez-y. De modifier dans le bon sens, de modifier l'armement qu'ils ont. Donc c'est assez performant. Le Buk, qu'est-ce que c'est? Le Buk M3, c'est un engin antiaérien qui se positionne autour d'un PC, autour d'un point sensible, comme on dit, ou d'un lieu de décision, etc. Et à partir de là, cet engin peut tirer à 70 km et peut acquérir 36 cibles. Concrètement, vous en mettez un seul et vous protégez un espace, voilà, exactement, et vous protégez un espace, en tout cas une zone relativement importante. Donc ce Buk, il y en a absolument partout en Ukraine. Et les Ukrainiens, enfin dans la partie occupée par les Russes, bien évidemment. Et donc très concrètement, aujourd'hui, les Ukrainiens, ils sont malins, parce que c'est ce qu'on appelle, une cible sensible, une cible très importante. Pourquoi 100 millions de dollars, ça vous vaut relativement cher. 100 millions, c'est ça, plus les missiles, plus tout ce qui est autour. Donc c'est des cibles intéressantes. On voit bien que ce que font les Ukrainiens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent du matériel qui est du matériel de qualité. Et deux, qu'est-ce qu'ils font? Ils communiquent. Et leur communication, elle est bonne. Et je rejoins l'introduction que vous avez eue il y a 30 secondes sur Potrovsk et sur le fait qu'il y a des problèmes de recrutement. Donc en fait, il y a une espèce de machine en route. Et c'est vrai, le fait que les Ukrainiens soient capables de détruire, comme ça, avec un drone, de détruire un engin de ce prix-là, dans une zone relativement, je dirais, tenue par les Russes, c'est significatif. Ça n'a pas changé la trajectoire de la guerre, mais ça doit agacer Poutine. Et j'imagine qu'au fond du Kremlin, ça doit quand même secouer, parce qu'il ne doit pas apprécier de perdre un engin à 100 millions de dollars. Bien évidemment. Merci beaucoup, colonel. Regardez à nouveau les mots. Les maîtres de l'unité spéciale Primas du renseignement, donc du ministère de la Défense ukrainien, ont traqué et porté un coup décisif, lit-on, au complexe antimissile ennemi Buk M3. Un coup décisif. Vous êtes spécialisée question de défense, Elisabeth. Coup décisif, je pense que moi je me méfie des grands mots comme ça dans le contexte actuel. C'est toujours un coup et je pense que les Ukrainiens ont toujours bien besoin de ces coups. C'est une arme redoutable, certes, mais on n'est pas à quelque chose qui va changer le cours de la guerre pour l'instant et c'est ça dont ils ont besoin en réalité. Mais ce qu'on lit surtout, c'est que ça fait partie d'un tout, justement, pas mal de réussites ukrainiennes dans ce sens-là. C'est le Parisien qui disait ça ce matin. Il y a eu un autre Buk M3 détruit en septembre. Fin novembre, Kiev avait déjà assuré avoir détruit l'équivalent de 60 millions de dollars de défense aérienne. Buk M1, version modernisée Buk M2, un autre Tor M2. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière toutes ces lettres, je le concède. Mais quand même, globalement, il se passe quelque chose dans la stratégie ukrainienne. Ah oui, il se passe clairement quelque chose et qui est important, y compris pour le moral des Ukrainiens, mais aussi pour l'image de l'Ukraine, c'est que pendant qu'on dit qu'ils sont en train de se faire écraser dans des négociations, que les Russes avancent et que Poutine fait des déclarations de plus en plus martiales, l'armée ukrainienne continue à être extrêmement inventive et à frapper plus fort et plus loin. Et depuis plusieurs mois, ils ont montré une capacité stratégique de réussir à frapper des entrepôts, à frapper ce type d'armement, à frapper des navires, à chaque fois en allant un petit peu plus loin sur le territoire russe et de manière de plus en plus précise. Donc les Ukrainiens développent dans un temps de guerre absolument redoutable pour eux et sous des pluies de missiles sans chauffage et sans électricité, un armement extrêmement spécifique qui leur permet d'atteindre ce genre de cible. Donc oui, mis bout à bout, ça ne changera pas le cours de la guerre. Mais mis bout à bout, les Ukrainiens montrent une étonnante capacité d'innovation et de résistance qui insupporte le Kremlin. C'est-à-dire que ils n'arrêtent pas d'annoncer qu'ils ont pris telle ville, les Russes, je veux dire, qu'ils avancent et que c'est fini et qu'ils vont prendre 20% du pays et que c'est comme ça et pas autrement. Et pendant ce temps-là, l'armée ukrainienne, dont on dit qu'elle est complètement à bout de souffle, elle est certainement littéralement épuisée, mais elle continue à être absolument redoutable. Oui, allez-y. J'ajouterais juste que, en effet, les armes ukrainiennes ont permis aux Ukrainiens de prendre le contrôle de la mer Noire. Oui. Alors on n'en parle plus, on n'en parle jamais, on parle toujours du front terrestre, bien sûr, il y a le front terrestre, mais la mer Noire, les Russes ne naviguent plus sur la mer Noire, parce que leurs navires sont systématiquement coulés. Et effectivement, ça pourrait être d'ailleurs un motif qui, s'il était rationnel, s'il avait notre rationalité, pourrait pousser Poutine à demander un cessez-le-feu ou à accepter un cessez-le-feu. Parce que le cessez-le-feu voudrait dire que les Ukrainiens ne pourraient plus tirer sur les bateaux russes en mer Noire, et que peut-être même le Turc serait obligé de rouvrir les détroits. Mais ça, on n'en parle même pas, parce que Poutine est obsédé par la capitulation de l'Ukraine. Et il veut la capitulation de l'Ukraine et pas autre chose. Je rajouterais deux choses. Effectivement, on ne parle pas assez de tout ce qui est maritime, mais parce que aussi, et c'est là aussi où je pense que
Lucas disait, il emmerde Poutine, ils emmerdent aussi Donald Trump. Parce que c'est question des territoires et de la ligne de front terrestre qui ne bouge pas autant que ça. Pokrovsk, ça fait quoi, 18 mois ou 21 mois? 18 mois et 150 000 soldats russes mobilisés. C'est ce qui est énorme. Mais les Ukrainiens, quand même, n'arrivent pas, parce qu'aussi, on ne donne pas assez d'aide, certainement, de reprendre leur territoire. Et c'est ça que Donald Trump aussi comprend pas, je pense, là-dedans. Merci pour la transition, parce qu'il faut qu'on s'arrête sur cette autre image que je vous ai présentée. C'est Pokrovsk, avec les Ukrainiens qui, le 6 décembre dernier, ont à leur tour brandi le drapeau à Pokrovsk pour dire non, le combat, la bataille n'est pas terminée, nous reprenons la main, contrairement à ce que a revendiqué avec force le Kremlin il y a encore quelques jours. Pas si simple, colonel Pierre de Villeneuve. Non, c'est compliqué. En même temps, les Ukrainiens sont courageux. Et les dernières déclarations du chef d'état-major de l'armée ukrainienne vont dans le sens où on négociera pas avec les Russes sur un abandon du territoire. C'est le premier point. Le deuxième point, malheureusement, je trouve que les Ukrainiens ne sont pas assez manœuvriers, parce que vous savez, la guerre, c'est deux choses. C'est du feu et de la manœuvre. Et malheureusement, avec le feu, ils en ont un petit peu parce qu'ils ont des drones, mais ils ne manœuvrent pas assez. Moi, ce que je reproche, ce que je peux leur reprocher entre guillemets, encore une fois, je ne suis pas à leur place. Vous savez, c'est pas la bataille du Bakhmout en mai 2023, qui avait été un échec incroyable, parce qu'ils s'étaient battus, ils avaient usé leurs forces, et malheureusement, au moment de la contre-offensive, en juin 2023, un mois plus tard, ils étaient affaiblis par ce combat. Donc le problème, c'est que, moi j'observe ça, je me dis, le problème, c'est qu'ils devraient manœuvrer davantage, parce qu'en fait, les Russes ne sont pas manœuvriers non plus. Donc ils devraient manœuvrer pour, en fait, forcer les Russes à faire des erreurs, mener des contre-attaques, etc., etc. Parce qu'encore une fois, ce que je crains beaucoup, c'est que les Russes se renforcent indéniablement. Alors c'est vrai qu'il y a une communication qui dit qu'ils sont faibles, mais je me méfie beaucoup de nos discours qu'on avait en 2022 ou 2023. On disait que les Russes, ils étaient à plat. Moi, je ne crois pas du tout. On ne parle pas de blindés. Les blindés vont revenir dans l'affaire. Pourquoi ? Parce que le drone ne détruit pas un blindé. Le drone, il va achever un blindé, mais il ne va pas le détruire. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les Russes travaillent sur une percée blindée en direction de Zaporijjia, pourquoi pas ? Parce que Pokrovsk, c'est la poignée d'éventail. Donc, je trouve que les Ukrainiens devraient peut-être éviter de perdre autant de pertes. Ceci étant dit, avoir autant de pertes, enfin, ne pas résister comme ça, d'être plus mou. Ceci étant dit, c'est bon pour le moral, c'est ce que disait Lucas à l'instant, c'est bon pour le moral de l'Ukraine, dans un moment extrêmement compliqué pour eux, où ils sont abandonnés par tout le monde, sauf par les Européens, mais les Européens leur disent qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir des motifs d'espérance, et c'est vrai que le fait de voir un drapeau flotter honnêtement, c'est les quartiers nord-ouest de Pokrovsk, on n'est pas dans le centre-ville, c'est vrai que ça donne le moral aux soldats ukrainiens qui ont beaucoup de pertes aussi. Et on en vient à cette troisième information, l'Institut pour l'étude de la guerre, l'ISW. Poutine se prépare très probablement à tenter de compenser l'épuisement quasi total, je cite, quasi total du recrutement de volontaires de la Russie en 2026 en mobilisant des éléments de la réserve stratégique de la Russie pour maintenir les opérations de combat en Ukraine et en cours. Donc cette question, Poutine touche-t-il ses limites ? Là, en termes d'hommes, lui qui les envoie par milliers, chair à canon, mourir sur le front. Charlie Nuren, merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis Kiev avec Vincent Wartner. Merci à tous les deux. Voilà cette question depuis Kiev, votre analyse. Estime-t-on que Poutine est en train de toucher du doigt certaines limites de son système ? Bien sûr, si sur la ligne de front, les Russes semblent laisser apparaître quelques faiblesses, les Ukrainiens ne croient pas pour autant que les troupes du Kremlin touchent ces limites. Alors, il faut savoir qu'autour des points stratégiques, la Russie a amassé des centaines de milliers d'hommes, une masse d'hommes, d'armes, mais aussi de drones manifestes du côté russe. Pour y faire face, l'Ukraine emploie davantage ses moyens en système de surveillance, par exemple, donc de renseignement, pour aller frapper des cibles stratégiques, c'est-à-dire frapper fort pour créer une brèche. Et puis, il y a un élément très important qui peut paraître anodin comme cela, mais sur lesquels les troupes misent, c'est celui de la météo. Par exemple, reprenons l'exemple de Pokrovsk. Il y a en cette période fréquemment un épais brouillard qui se met donc, et il faut dans ces cas-là pouvoir avancer rapidement pour les troupes. Pourquoi ? Parce que les drones sont totalement aveugles lorsqu'il y a du brouillard, et donc faire avancer rapidement les troupes en un si peu laps de temps, ça requiert des actions qui sont planifiées en avance. Donc, vous l'avez compris, une organisation militaire assez concrète. Merci beaucoup, Charlie Nurel. Merci infiniment à Vincent Wartner qui est avec vous. Alors, bien sûr, Poutine peut-il craquer ?
On le sait, non, bien évidemment. Mais en revanche, est-ce qu'il se heurte certains murs de son propre système? Ça, on peut quand même s'interroger. Oui, d'autant qu'il y a une petite information. La semaine dernière, vous vous souvenez, Vladimir Poutine était en Inde, visite officielle en Inde. Et en marge de la vente d'armes à l'Inde, il négocie un accord pour autoriser plus d'Indiens à venir travailler. Il accorde énormément de visas à des travailleurs indiens, des ouvriers indiens. Pourquoi est-ce que, à votre avis, il a besoin d'ouvriers indiens? C'est tout simplement parce que ils ont pris tous les ouvriers qui étaient dans les usines pour les envoyer comme chair à canon, comme vous le disiez, près de Pokrovsk ou sur d'autres lignes de front actuelles, et que les usines ne tournent plus assez. Donc il fait venir, comme il l'avait fait avec la Corée du Nord, il avait fait venir des ouvriers nord-coréens pour travailler dans les usines d'armement. Là, visiblement, c'est plus seulement les usines d'armement, c'est tout simplement les usines russes qui ne peuvent plus tourner à plein régime, et donc on fait venir des Indiens. Et il y a un point relativement important, il faut savoir que les Russes n'ont jamais annoncé la mobilisation générale. Oui. Donc, ils ne sont pas des appelés, donc ils sont des professionnels. Le problème, ils sont au bout du potentiel des professionnels. Mais l'ISW dit qu'il n'est toujours pas question pour le Kremlin de faire la mobilisation générale. Donc on a du mal à comprendre comment il se sort de cette ornière. Ça vaut extrêmement cher, il paye les soldats. Oui, c'est ça, il les paye. Et en effet, il a toujours refusé toute forme de mobilisation générale, alors que je pense que Gerasimov était plutôt favorable. Mais il a refusé, et en plus, il faut être volontaire pour aller sur le front, mais volontaire moyennant une prime très importante, et on sait que la famille touche aussi une prime si le soldat est tué au combat. Par conséquent, il paye pour avoir de la chair à canon, et en effet, je pense que le ministre du budget commence à être inquiet parce que le budget est devenu déficitaire. Et c'est parfois des soldes extrêmement élevés par rapport au niveau de salaire moyen. Et on parle de 5 000 euros. On parle de 4 à 5 000 euros pour des sous-officiers, c'est-à-dire des sommes absolument gigantesques par rapport au pouvoir d'achat général. Mais cette question, pardonnez-moi l'expression, et de ressources humaines pour le front du Kremlin, n'est-ce pas là le talon d'Achille de Poutine? L'ISW continue d'évaluer que l'Occident et l'Ukraine peuvent tirer parti de la manière dont les défis économiques, démographiques et de génération de force de la Russie sur le front s'accumulent au fil du temps pour Poutine. La ressource démographique russe est quand même très importante, parce qu'ils vont chercher les recrues dans les zones les plus défavorisées, où en effet une prime de 2 500 euros, de 3 000 euros, c'est le Pérou, c'est pour une famille, personne ne peut résister. Et il y a encore énormément de possibilités de recrutement de ce type. Et puis il y a peut-être en effet les Chinois qui vont louer des bras pour remplacer les ouvriers d'usine qui partent au combat. Et ça, les Chinois, alors là, ont des ressources totalement illimitées pour envoyer les ouvriers travailler en Russie. Ce que dit l'ISW, c'est que plus tôt que prévu, Poutine va être face à un mur de décision interne, de politique interne, plus vite que prévu, et que ça devrait être un bon angle d'attaque de la part des États-Unis et d'autres pour dire, bon, maintenant, en tout cas, reviens à la table des négociations. Déjà depuis 3 ans. Le problème, c'est que Poutine n'a jamais montré avoir la même logique que nous. C'est-à-dire qu'il a une seule logique, c'est une obsession d'ailleurs, c'est de mettre à genoux l'Ukraine et d'en finir avec l'Ukraine. Alors effectivement, pour lui, il ne s'agit pas d'une annexion totale de l'Ukraine. Je pense qu'il se contentera en effet d'annexer 20 ou 25%. Encore que Odessa, pour lui, c'est très très tentant. Et Dnipro peut-être. Et Dnipro, bien sûr. Et puis pour le reste, il se contentera en effet d'un État croupion avec quelqu'un qui ne sera plus Volodymyr Zelensky. Ça, il y tient essentiellement parce qu'il a redit qu'il ne conclurait pas le cessez-le-feu avec Volodymyr Zelensky, que Volodymyr Zelensky n'était pas légitime et qu'il fallait des élections. Alors Volodymyr Zelensky, très habilement, est entré dans la brèche en disant pourquoi pas dans 60 ou 90 jours, pour autant que les Américains assurent notre sécurité. C'est très malin de sa part, évidemment, parce que ça voudrait dire une sécurité assurée pour la suite aussi, pour l'Ukraine libre. Je dirais juste que non seulement il ne fonctionne pas comme nous, il n'a pas notre rationalité, mais ce n'est pas une démocratie. Donc quand nous on parle de problème des RH dans les armées, que ce soit en Ukraine ou en Europe, on a quand même des règles, on a quand même une opinion publique, on a quand même des élections. Il peut faire des choses qu'on ne peut pas, donc il a quand même une pool insoupçonnée, je pense, d'êtres humains à aller chercher, qu'il peut faire de manière un peu manu militaire. Le grand dossier, c'est aussi une émission qui s'écoute, et oui, en podcast, et que vous pouvez retrouver tout
tous les jours sur vos plateformes d'écoute habituelles. Alors, c'est Deezer, c'est Spotify, c'est Apple Podcast et toutes les autres d'ailleurs. Et vous avez un QR code qui est en bas de l'écran qui s'est affiché que vous pouvez utiliser pour être parfaitement redirigé. Je remercie Elisabeth Shepard-Selam, le colonel Pierre de Jong. Je remercie Lucas Manger. Merci Claude Blanche-Maison. Je rappelle votre livre Fragment d'un parcours aventureux. Il est là. Merci bien évidemment à vous de nous regarder.